Salut à tous. Aujourd'hui, alerte rouge. Derrière chaque smartphone, chaque éolienne, chaque voiture électrique se cache un carnage planétaire que personne ne veut voir. Aurore Stéphan, ingénieure géologue minière et cofondatrice de Systext, brise le silence sur cette industrie dévastatrice. 99,4% de déchets toxiques pour extraire le cuivre de votre téléphone. Des villages entiers engloutis sous des boues empoisonnées. Des fjords transformés en dépotoirs métalliques. L'industrie minière, le champion mondial toute catégorie de la pollution. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur le recyclage et l'économie circulaire. Mensonge. 83% de nos déchets électroniques s'évaporent dans la nature, tandis que notre consommation métallique explose depuis 70 ans à des taux de croissance hallucinants. Pire encore, nos plans de transition écologique vont multiplier par 3 cette destruction. Face à cette bombe à retardement, une seule solution radicale, la sobriété. Sinon, c'est l'effondrement garanti. Bonsoir à toutes et à tous. Waouh, quelle assemblée, merci beaucoup d'être venus. C'est un peu impressionnant quand on fait moins d'1,50 m et qu'il y a tout ce monde-là devant nous. Alors, comme l'ont si brillamment introduit Rachel et puis Jean-André, l'objectif de ce soir, c'est de faire un point sur les réalités minières. On va parler uniquement d'un seul type d'activité, c'est la mine industrielle, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est la mine de très grande ampleur. Alors pourquoi on va parler spécifiquement de cette mine-là? Parce que c'est celle qui produit le plus de métaux à l'échelle internationale, on en reparlera aussi. L'idée, c'est d'avoir une idée sur à la fois les réalités de cette industrie, de s'intéresser aux évolutions. C'est un sujet qui est moins discuté. On vous parle beaucoup de façon statique en vous disant la mine aujourd'hui c'est ça. C'est très important aussi d'avoir en tête ce qui va se passer plus tard, parce que là, si on rajoute cette couche-là, c'est de plus en plus compliqué. Vous le verrez, et donc du coup, ça va amener un certain nombre d'interrogations supplémentaires, et d'être aussi après en capacité de parler du modèle de développement. Et vous l'avez vu, c'est qu'en 4e partie qu'on parlera des implications des scénarios de transition, parce que les pauvres éoliennes et les pauvres photovoltaïques, on leur en met plein la figure en leur expliquant qu'en fait, ils sont à l'origine de plein de problèmes. Mais avant tout, il y a un modèle de développement qui repose sur une matérialité, on le verra. Puis ensuite, on va dresser quelques perspectives pour des changements nécessaires. Je n'ai pas parlé de solutions, vous l'avez vu, il n'y en a pas. Par contre, il y a des perspectives pour des changements nécessaires. Alors, la première chose que j'entends souvent, c'est la notion de métaux rares. Un métal rare, c'est un pléonasme pour quasiment tous les métaux, sauf 5 que je vais nommer l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. Prenez des notes, il y a des interrogations à la fin de la conf. Et donc, en l'occurrence, à part ces 5-là que vous voyez en vert dans le tableau, vous les voyez en vert foncé. Pourquoi? Parce que leur teneur d'exploitation moyenne à l'échelle internationale dans les mines industrielles, eh bien, elles vont dépasser la dizaine de %, largement. Ensuite, vous remarquez que vous en avez beaucoup derrière moi, vous avez beaucoup de métaux dans ce tableau. Alors pour ceux qui connaissent moins les acronymes, vous avez Ni pour le nickel, Zn pour le zinc, Co pour le cobalt ou Cu pour le cuivre si on prend cela. Vous êtes plutôt dans les verts, clairs, jaunes. Là, on est plutôt sur des teneurs, donc des teneurs d'exploitation, des concentrations auxquelles on exploite les minerais, qui sont plutôt de l'ordre du pourcent ou du dixième de %. Puis ensuite, vous avez la 3e catégorie. Ça, c'est la catégorie des métaux, alors qui, eux, pour le coup, sont particulièrement peu abondants dans les gisements. C'est notamment, du coup, ceux qui sont en orange foncé et en rouge. Donc, en rouge, c'est les gisements pour lesquels les substances sont dans des concentrations de moins de 10 grammes par tonne. Donc, vous avez, par exemple, le platine qu'on exploite à 1,4 grammes par tonne en moyenne, l'or à 0,8 grammes par tonne, ou encore l'iridium, et on pourra en reparler si ça vous intéresse, à 0,1 g par tonne. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez ça en tête, auquel on va rajouter une deuxième problématique, qui est celle-ci. Vous avez devant vous, à gauche, 2 vrais minerais, des vrais de vrais. Les minerais tels qu'on les trouve dans la mine. En haut à gauche, vous avez un minerai de tungstène. Vous remarquez, vous voyez, il y a des grains blancs qui font un petit peu, allez, on va dire un peu moins, 3-4 mm de diamètre à peu près, puis à peu près 1 cm de long. Ça, c'est un minerai de tungstène, c'est ce qu'on appelle de la schellite, c'est un tungstate de calcium. Donc c'est-à-dire que ce petit grain contient 3 atomes, du calcium, du tungstène et de l'oxygène. Si vous voulez exploiter une mine qui contient ce minerai-là, ce minéral-là, il vous va falloir déjà récupérer tous les petits grains blancs laiteux.
Et après, on verra, vous allez récupérer le tungstène. Mais dans un premier temps, il faut déjà récupérer tous les petits grains blancs laiteux. Ça vous explique pourquoi, déjà, c'est normal que les teneurs soient faibles, parce que forcément, vous voyez que dans la masse des grains blancs laiteux, il n'y en a pas tant. Et la deuxième problématique qu'on va avoir, c'est comment diable isoler uniquement dans la roche, uniquement les petits grains blancs laiteux. Ça va être la problématique. Si vous regardez juste en dessous, vous avez un minerai de platine et de palladium. Ce que vous voyez, vous ne le voyez pas. Ne les cherchez pas, vous ne verrez ni le platine, ni le palladium. Là encore, en fait, ils sont... Alors là, c'est plus compliqué encore. Vous voyez, il y a des petites flèches qui pointent vers des minéraux qui brillent un petit peu, qui sont un peu luisants, un peu dorés. En fait, le platine et le palladium sont sous forme d'atomes à l'intérieur de petits grains jaunes qui sont, en l'occurrence, des sulfures de fer et de cuivre ou des sulfures de fer. Donc le boulot de l'industrie minière, c'est de faire beaucoup de métal avec ça. Une fois que du coup vous avez ça, vous comprenez que du coup si moi je vais chercher que les grains blancs laiteux, je vais commencer par récupérer les zones où il y a le plus de petits grains blancs laiteux, et donc en sortant ça, je vais sortir tout un cortège. C'est pour ça qu'il y a écrit un cortège de substances associées. Cette roue qui paraît un petit peu délirante à droite, en fait faut pas que vous ayez peur. Elle vous dit juste, par exemple, si vous prenez en haut pour l'or, AU, vous voyez le symbole AU, on est juste en train de vous dire, si vous exploitez une mine d'or, probablement que vous allez émettre ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire de l'argent. Alors, l'argent est un coproduit classique, on produit souvent de l'argent dans les mines d'or, mais vous allez probablement aussi sortir de la mine, probablement, de l'uranium, de l'antimoine, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du barium et du mercure. En disant ça, je dis que si je veux récupérer mon fameux 0,8 g par tonne moyen, ça veut dire que pour une tonne prise, je vais récupérer moins d'1 gramme de métal, et dans la tonne qui me reste, j'aurai probablement une ou plusieurs de ces substances. Et donc, si vous avez ça en tête, eh bien, vous comprenez que le traitement du minerai va être long. Et à défaut, on résume trop souvent la mine uniquement à la partie d'exploitation. C'est-à-dire qu'on pense qu'on prend le minerai, puis aïe, ça fait du métal. C'est bon, aïe, j'ai fini. Voilà, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le fait d'extraire le minerai du sous-sol, ce n'est que la première étape. C'est la première étape. C'est ce qu'on a appelé ici l'extraction. La deuxième étape, ça va être d'isoler les minerais qui vous intéressent. Tout à l'heure, c'était les minerais, les petits grains laiteux. Ici, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est les petits grains dorés, là. C'est une chalcopyrite, c'est un sulfure de cuivre et de fer. Donc, il faut déjà isoler dans un premier temps les petits grains. Ça va nous permettre d'obtenir un concentré. Ça, c'est fait par traitement chimique. On va broyer finement. Alors, finement, vous allez me dire, c'est quoi ? Un bon ordre de grandeur, pour que vous ayez un bon ordre de grandeur, c'est entre 100 et 200 microns. 100 micromètres, c'est quoi ? Vous avez de la farine dans votre cuisine, c'est 100 micromètres. T5, blé T5, je crois que c'est 120 micromètres. Voilà. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Vous allez broyer ça sous forme de farine, vous allez séparer les grains qui vous intéressent des grains qui ne vous intéressent pas. Ça va vous faire un concentré de cuivre. Vous voyez que là, on a réussi à obtenir un concentré à 30% de cuivre. Ça, c'est la deuxième étape. Il va donc falloir pour l'instant, il va falloir passer à une troisième étape qu'on appelle l'extraction. Pour l'instant, vous avez juste un concentré qui contient du cuivre, du fer et du soufre. Vous ne voulez que le cuivre. Que le cuivre. Donc pour ce faire, on utilise des techniques qui sont dites pyrométallurgique, schématiquement, c'est de la fonte en four, schématiquement, et c'est ce qui va vous permettre de récupérer ce cuivre que vous voyez ici, qu'on appelle un blister, c'est un cuivre grossier, avec beaucoup d'impuretés, et là, on est sur du 98 à 99,5% de cuivre. C'est toujours pas du cuivre utilisable par l'industrie. Il faut passer à la quatrième étape, le raffinage. Et cette étape va consister à enlever les impuretés que je vous avais mentionnées dans cette étape d'extraction chimique. Là, on va extraire ça, on va enlever les impuretés, et à la fin, on va obtenir une cathode de cuivre à 99,99% de cuivre. Et c'est cette cathode qui ensuite va donner des tubes, des plaques, des fils, des câbles qui vont eux-mêmes donner des composants, des sous-produits, etc., jusqu'à l'obtention de tous les produits que l'on connaît. Ces 4 étapes, vous pouvez les appliquer à peu près à toutes les substances métalliques, avec bien sûr des nuances et des variations. Une autre chose, donc ça il faut que vous l'ayez en tête, parce qu'après tout ce que je vais dire, ça découle de ce que je viens de vous montrer là. Et quand je dis ça découle de tout ce que je viens de vous montrer là, ça veut dire aussi qu'il y a une problématique intrinsèque. Il y a une autre chose qu'on entend beaucoup, c'est la mine, globalement, ça se passe principalement sur le continent africain, dans des conditions terribles, souvent avec du travail des enfants. Alors, il n'y a pas de travail des enfants dans les mines industrielles, quoi. Quand même pas, quoi. Enfin, voilà. La mine industrielle, donc celle qui produit le plus de métaux, alors ça veut dire quoi, le plus de métaux? La mine industrielle, c'est 88% des métaux, 80% du charbon,
69% des minéraux industriels, 80% de l'or, 60% des diamants. C'est ça la mine industrielle. Cette mine, si on la regarde, donc là je tire ces données de Maus et al. 2022, qui ont en fait un travail pour essayer de représenter sous forme de polygone l'emprise des sites miniers en activité. J'insiste, cette carte ne représente que les sites miniers en activité. Alors cette carte, du coup, il y a par rapport à ce que je dis, un tout petit biais, parce qu'il y a aussi les sites à petite échelle. Il y a les sites à grande échelle et les sites à petite échelle. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on regarde l'emprise, donc là je ne suis pas en train de parler de tonnage produit, je vous parle juste de la surface que ça prend sur la planète Terre. Bien, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plus de la moitié, 52% de cette surface, qui se trouve dans 6 pays. Russie, Chine, Australie, États-Unis, Indonésie, Brésil. J'ai pour l'instant pas mentionné un seul pays du continent africain. Et ensuite, si vous voulez jusqu'à 75% de cette surface, il vous faut rajouter 7 pays. Canada, Chili, Afrique du Sud, Pérou, Guyana, Argentine et Inde. On vient donc d'ici de constater que sur des données qui là datent de 2019, pour une emprise totale de 102 000 km² cartographiés, Maus et al. Ont dit, et ça a été corroboré d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les travaux de Teng et Werner 2023 qui sont cités ici, ça veut dire que 75% de l'emprise des sites miniers à grande échelle et à petite échelle se situe dans uniquement 13 pays, dont un seul sur le continent africain et pas n'importe lequel, l'Afrique du Sud. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, en introduction, eh bien du coup, la première chose qui va découler, l'industrie minière est le premier producteur industriel de déchets solides, liquides et gazeux. Cette photo, du coup, avec Systex, ce montage, il a beaucoup tourné, et pas pour rien. Donc à gauche, vous avez une photographie de Dylan March qui a essayé de représenter la quantité de cuivre exploitée par cette mine, la mine de Palabora, en Afrique du Sud. Et donc, il a essayé de représenter la quantité de métal qui a été produite jusqu'en 2007, sachant que la mine a ouvert en 1964. Vous voyez la quantité de cuivre que ça fait? À droite, on a représenté cette quantité de cuivre. Alors bien sûr, c'est une surface, c'est un volume, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste pour l'ordre de grandeur. On a représenté cette boule à l'intérieur de l'emprise des déchets miniers de l'installation. Cette emprise, elle fait 25 km². Et en fait, c'est inévitable. Souvenez-vous, tout à l'heure, on disait sur le tableau, le cuivre, c'est à peu près 0,6% en moyenne. On peut aller bien en dessous, la gamme possible, elle est plus large. La moyenne, c'est 0,6. Donc, si vous prenez 0,6%, c'est-à-dire que pour toute masse que vous allez prendre, vous allez de toute façon jeter 99,4%. Et ça, il faut le garder en tête. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ces quantités massives de déchets générés vont avoir un impact majeur sur l'environnement. Et là, quand je parle de majeur, je ne suis pas en train du tout de déconner, quoi. Là, c'est vraiment gravissime, les impacts. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous vous souvenez la roue avec les contaminants? Là, on sait par exemple que les mines d'or sont des très gros émetteurs, par exemple, de mercure ou d'arsenic. C'est assez fréquent. Puis vous avez aussi pas mal de mines qui sont, les mines de zinc par exemple, sont des gros émetteurs de cadmium, c'est assez fréquent. Toutes ces substances, je vous donne ces exemples-là parce que c'est toxique pour la vie humaine. Mais par exemple, on sait que d'autres substances sont toxiques pour la vie aquatique ou pour toute autre forme de faune, par exemple. Donc pour vous rendre compte un petit peu de l'ampleur que ça peut prendre, on va aller pas très loin d'ici. Comme ça, on va arrêter d'aller à l'autre bout du monde, on va d'abord se regarder nous. Vous êtes en Roumanie ici, c'est vraiment pas loin. Vous avez ici la deuxième réserve de cuivre du continent européen. C'est un site important. C'était une grande campagne d'exploratoire qui avait été lancée dans les années 60-70. Et une dizaine d'années après, le site a été mis en exploitation. Ici, on est sur un site qui est plutôt moyen. On est à 0,36% en cuivre et 0,25 grammes par tonne d'or. Vous voyez, c'est moyen, quoi. C'est pas très élevé, mais c'est normal. Donc vous le voyez, la mine à ciel ouvert qui fait 4 km² avec les premiers dépôts. C'est-à-dire vous arrivez dans le gisement, il faut déjà enlever tout ce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir valoriser, ce qu'on appelle les stériles, c'est-à-dire c'est la roche qui est associée au creusement pour accéder à la zone minéralisée. Vous l'envoyez à gauche, vous voyez l'usine de traitement. Et en fait, donc, comme on expliquait tout à l'heure, il faut traiter, etc., avec des produits chimiques broyés. Et tout ça, ça donne des bouts qu'il faut rejeter quelque part. En 1983, vous le voyez, tout en haut à droite, vous aviez un ancien parc à résidus. On a commencé à le mettre là. Bon, c'était complètement sous-dimensionné, les résidus. Donc, on a créé, vous voyez, sous le village de Kurmatura, vous avez un barrage. On le voit très, très bien. Donc, en fait, on a pris un fond de vallon et on a mis un barrage au fond.
Vous voyez, un barrage comme un... Alors, c'est le principe du barrage hydroélectrique, sauf que vous remplacez le béton par des cailloux, en l'occurrence des stériles, et en fait, derrière, on a rempli le vallon. Vous le voyez. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur du vallon, ça fait les figures du vallon. Et à droite, vous avez le village, avant qu'on commence le remplissage. Le village de Djehamana, quand la mise en dépôt des résidus que je vous présente ici sous forme de boue a commencé, il y avait encore 1000 personnes qui habitaient dans le village. Vous voyez le clocher? En haut? Vous le voyez en bas? Il y a 4 à 5 millions de tonnes qui continuent à être déversées. Ce site, nous, on l'a visité en 2016 avec l'association. En fait, les gens n'ont pas été indemnisés. On leur a dit, il faut que vous vous en alliez parce que vous allez être engloutis sous la boue. Donc, allez-y, maintenant. Faites vite, faites vos bagages. Alors, un autre cas qui n'est pas en France, mais qui est sur le territoire national français, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et comme souvent, on nous dit « Ouais, mais vous prenez des sites qui ont démarré en 1960, alors du coup, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est des pratiques anciennes. Alors on va prendre un site qui a ouvert en 2011, sur le territoire français, pour du nickel. Actuellement, à ma connaissance, la coproduction de cobalt n'est pas encore avérée, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc voilà, je garde nickel-cobalt, puisque c'est comme ça que le site est présenté. Donc même principe, vous avez la zone d'exploitation de 3 km², une usine de première préparation du minerai, vous le voyez juste à gauche, qui fait encore 2 km². Et ensuite, vous avez l'usine en tant que telle de traitement du minerai, qui fait encore à peu près 2 km². Et tout ça, vous le voyez, part dans les bassins. Vous voyez le bassin, on remplit derrière. Vous voyez, le principe est le même. On a fait un barrage dans un vallon. Cette technique, c'est ce qu'on appelle un parc à résidus. C'est la technique de stockage des déchets, donc de type résidus, la plus répandue au monde. On estime qu'il y a des dizaines de milliers d'ouvrages comme ça dans le monde, à peu près. Donc ça vous montre en fait ce que c'est. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, donc selon l'exploitant, l'emprise est de 19 km². Ça commence à être un site conséquent, pas immense, mais conséquent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site, du coup, il se trouve en bordure immédiate de 3 réserves naturelles terrestres, d'un site Ramsar, d'une réserve intégrale, ainsi que d'une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La gestion des résidus, elle est faite de cette façon-là. Ce qui est le plus solide, vous le voyez ici, là, vous voyez la conduite qui ramène le résidu rouge, là. Ce qui est le plus solide, alors ça reste boueux quand même, parce qu'il faut quand même qu'on le transporte pour le mettre dans le bassin, on va le mettre dans le bassin. Ce qui est le plus liquide, hop, ça part de l'autre côté, tic, 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 ça va au port, et 20 km après, vous voyez la conduite de rejet des effluents derrière. Théoriquement, on considère que cette conduite n'a pas d'impact. Il y a une étude qui a été mandatée par l'État en 2022, qu'on a retrouvée avec Systex en 2023, qu'on est en train d'étudier parce qu'on s'interroge quand même sur la nature des effluents qui sont rejetés à 20 km du port. Puis on va prendre un autre cas. Pour l'instant, vous avez vu, je suis presque restée en Europe. Et bien on va aller en Norvège, parce qu'il paraît que la Norvège, c'est super environnemental friendly. Donc on va aller regarder en Norvège. Alors, je me base ici sur une étude récente de Ramirez-Lodra et al. 2022. Ramirez-Lodra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des références dans le domaine de l'évaluation des impacts dans les milieux marins. Et notamment, en fait, elle s'est beaucoup intéressée à une pratique que vous voyez ici, qu'on appelle le déversement des déchets miniers dans les milieux aquatiques. Vous voyez les parcs, ça prend de la place. Et souvent, on n'a pas cette place. Et en Norvège, on ne l'a pas. On n'a pas les beaux fonds de vallon. On peut mettre le barrage en cailloux et puis tout déverser derrière, ça ne marche pas. Donc, il faut bien trouver un endroit pour déverser les résidus que je viens de vous présenter. On a des fjords. Selon ces auteurs, c'est une pratique qui est courante. Ils l'écrivent comme telle, en Norvège. C'est une pratique qui est courante. Alors, il s'avère que oui, Systex a mené une étude sur cette pratique à l'international de déversement des déchets miniers de type résidus dans la mer. C'est une pratique qui est effectivement courante. Il y a à peu près 50... Nous, on a identifié 56 sites. On est très en dessous de la réalité parce qu'il y a beaucoup de déversements qui ne sont pas déclarés, qu'on pense qu'on est très en dessous. Mais en tous les cas, vous avez ici un cas d'une mine de fer. Mine de fer qui était censée réouvrir en 2022. Je n'ai pas encore les actualités, je ne peux pas vous dire où ça en est. Ça devait réouvrir. Donc vous avez la zone d'exploitation au sud. Cette zone, elle a été exploitée à peu près de 1910 à 2015 avec 3 interruptions, principalement au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après sur la fin des années 90. Vous avez cette zone d'exploitation qui fait 12 km². Vous voyez les montagnes de stériles qui se trouvent à cet endroit-là, en bas à gauche, en bleu. Ensuite, vous avez une ligne de chemin de fer sur 8 km jusqu'à Kirkenes, qui est la ville où il y a les installations de traitement. Toujours le même problème. Ces déchets, du coup, quand ils étaient traités, dans un premier temps, vous voyez, on les a mis à gauche.
dans le Langfordien. Désolé s'il y a des Norvégiens dans la salle et que je suis en train de martyriser leur langue, veuillez m'excuser par avance. La Langfordien, mais vous voyez, à force de mettre des résidus dans le fjord, en fait, ça a monté, puis à la fin, ça a quasiment débordé du fjord. Vous voyez, on a créé des plages de résidus miniers dans le fjord, à gauche. Donc on a dit, bon, on va arrêter, on va trouver un autre point, et maintenant on fait le déversement dans le Bogfordien. Alors Ramirez, Lodra et al., en fait, dans cette étude que je vous présente, en fait, ils alertent en disant, pour ce type de déversement, on manque de visibilité sur les effets, mais de toute façon, ça peut prendre plusieurs dizaines. Certains auteurs vont beaucoup plus loin, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années en termes d'impact. Parce que, alors, j'ai pas de photo de ce qui se passe dans le Bogfordien. Par contre, pour que vous ayez un ordre de grandeur, vous avez ici la mine de Telness. C'est une mine de titane qui a procédé à ces déversements. Alors, vous prenez la Norvège, vous allez tout au sud, tout en bas, à l'opposé du pays, et vous trouverez la mine de Telness. Ça, c'est des photographies, en fait, qui ont été faites par une ONG américaine qui s'appelle Earthworks, et qui voit la situation 35 ans après l'activité de cette pratique, notamment pour la faune. Vous voyez ce crabe, qui est en fait recouvert de résidus, puisqu'il passe tout son temps à l'intérieur des résidus. J'ai fait un choix ici, vous l'aurez compris, je parle beaucoup des questions environnementales, parce qu'en 50 minutes, c'est un peu compliqué. Bien sûr que dans le temps de questions-réponses, si vous avez des questions sur les questions de réalité humaine, qui sont associées à cette activité, on peut largement en parler. Malheureusement, c'est très bien documenté, parce que l'industrie minière, elle est responsable elle est associée au plus de meurtres de défenseurs de droits humains, elle est associée au plus de violations de droits humains sur des sites industriels, et elle est aussi rattachée au plus grand nombre de conflits socio-environnementaux à l'international. Donc elle est malheureusement très bien connue des sociologues, des anthropologues et des géographes qui travaillent sur ces questions. La tendance que l'on observe, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, les mines que je vous présente, elles sont alors sub en activité, nonobstant ce que je disais sur Sydvar-Angers en Norvège. La tendance, elle est triple maintenant. Donc voilà ce qui va se passer à l'avenir. Pour l'instant, vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de ce qu'on consomme. Je vous ai juste dit, voilà la réalité de ce qui est en train de se passer dans la mine industrielle aujourd'hui. La première tendance, c'est celle de gauche. Vous l'avez tout en tête, cette tendance-là, théoriquement. C'est plus le temps avance, plus la teneur diminue. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Elles sont si faibles, ces teneurs, comment on peut la diminuer? Mais si, c'est possible. C'est possible. On continue à diminuer. Donc là, à gauche, vous avez l'évolution des teneurs d'exploitation pour 5 métaux, nickel, plomb, cuivre, zinc, or, en Australie uniquement. Et vous êtes sur une période super chouette en termes de statistiques, 1844-2004. Vraiment un bon jeu statistique, quoi. Et à droite, vous avez Mudd, pour ceux qui connaissent Mudd, c'est quelqu'un qui est très très connu dans le monde de la géologie à l'international, c'est une très grande référence. Vous avez en fait un montage qu'on a fait pour montrer en fonction, alors là c'est sur l'or, mais vous prenez sur toutes les substances, c'est les mêmes tendances. Si vous diminuez la teneur, c'est pour ça que vous voyez 50, 40, 30, 10, 0, c'est les teneurs en grammes par tonne en or. Alors, mais longtemps qu'on n'exploite plus à 50 grammes par tonne. Mais bon, et si plus vous allez diminuer la teneur, plus les émissions de gaz à effet de serre, la quantité d'eau, la quantité d'intrants, vous voyez, augmentent. Et vous voyez, la forme de cette augmentation, c'est exponentiel. C'est-à-dire que pour passer de 1 gramme, de 2 grammes par tonne à 1 gramme par tonne, il vous faut tant d'énergie. Ensuite, pour passer de 2 grammes par tonne, de 1 gramme par tonne à 0,8 grammes, il vous en faut autant, et puis etc., etc., quoi. Et ça, c'est une tendance qui inquiète énormément. Pourquoi ? Parce que l'industrie minière, elle est comme toute industrielle. Elle a besoin d'intrants pour fonctionner et elle a besoin de 2 choses, d'énergie et d'eau, et ce, en très grande quantité. Or, on n'est pas véritablement dans un contexte international où on est clairement apaisé sur ces 2 sujets. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes sont tendus, en fait. On est d'accord ? Et du coup, il y a 2 effets à ça. Alors, il y en a toute une ribambelle, vous l'aurez compris, parce que qui dit plus d'intrants dit plus de choses. La première chose, c'est la surface. La Banque mondiale a rédigé un rapport, excusez-moi, je vais être obligée de sourire, j'arrive jamais à le dire de façon sérieuse. Ça s'appelle Forest Smart Mining. Là, je peux faire beaucoup d'efforts, mais il y a des limites à ce que je peux supporter. Donc, le Forest Smart Mining, c'est une étude qui, par contre, a vraiment une super étude de la Banque mondiale, parce qu'ils font un gros travail d'évaluation de l'impact de l'activité minière en domaine forestier, toutes forêts confondues, pas seulement les forêts tropicales ou les milieux tropicaux humides particuliers. Et l'avantage de cette étude, ce qu'ils disent, alors on s'attend à ce que plus le temps avance et plus effectivement la taille des exploitations augmente. Bah oui, forcément, puisque plus le temps avance, plus les teneurs diminuent et du coup, plus la surface des exploitations, plus les gisements s'inscrivent sur des surfaces grandes ou à des profondeurs élevées. Et les 2 peuvent être liés.
Ça peut être et grande surface et grande profondeur. Alors ça pose un problème du coup avec cet aspect-là. C'est que du coup, vous avez ici les travaux de Zunter et al. Pour ceux qui sont intéressés pour ces questions d'impact globaux de la mine à l'échelle internationale, je vous ai mis quelques références aussi, Liang et al. 2021 ou Giljoum et al. 2022. Maos et al. En parle aussi, celui que je vous mentionnais tout à l'heure. C'est de quantifier l'emprise. Alors là, c'est une publication qui parle de l'emprise. Mine préopérationnelle, mine en activité, mine fermée. Vous avez toutes les mines, quoi. Et Dieu sait que les mines fermées ont énormément d'impact sur l'environnement. Et sur les hommes, énormément. Et quand on regarde ça, ça nous permet d'identifier 62 000 zones minières. Ce qui représente une surface avec un tampon de 50 km² de 50 millions de km². Alors ce que dit Zunter et al., cette fameuse citation qui est traduite ici, les menaces que l'exploitation minière fait peser sur la biodiversité augmenteront au fur et à mesure que les mines cibleront des matériaux pour la production d'énergie renouvelable. Et sans planification stratégique, ces nouvelles menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique. En fait, ils le mettent en conclusion parce qu'ils alertent en disant « Attention, regardez la surface que prend cette activité minière. » Et comme tout le monde nous dit que plus le temps avance, plus les surfaces vont augmenter, de fait, ça nous inquiète, et ça nous inquiète beaucoup, parce qu'on va rentrer dans des milieux qui, jusqu'alors, avaient été préservés de ce type d'intervention anthropique. Un autre corollaire, c'est celui qui est représenté ici. Plus le temps avance, on a dit, plus les teneurs diminuent, plus la surface d'exploitation diminue, plus les profondeurs d'exploitation augmentent. Pour ceux que ça intéresse aussi, il y a Scoder qui fait des publications super là-dessus pour les évaluations à l'international, profondeur, surface. Mais plus le temps avance aussi, plus les minerais sont compliqués à traiter. Vous vous souvenez le schéma que je vous ai montré en 4 étapes? Plus le temps avance et plus en gros on a utilisé des minerais qui étaient faciles à exploiter. Maintenant c'est de plus en plus compliqué. Et du coup on se retrouve avec des volumes de déchets de plus en plus grands. Donc les parcs à résidus augmentent en volume. Si les parcs à résidus augmentent, ce risque-là augmente. Le rupture de digues. Il y a à peu près entre 4 et 7 ruptures de digues par an depuis 20 ans, à peu près. Entre 4 et 7... Alors, quand je parle de rupture de digue, je vous parle de ça. Hein. Parce que si on compte toutes les ruptures de digue ou toutes les défaillances, là, on n'est plus du tout sur les mêmes statistiques. Je ne parle que de vraies ruptures de digue, quoi, avec vraiment des impacts majeurs. Cette rupture de digue-là, on en parle parce qu'elle est récente. C'est 2019. C'est un exploitant qui fait partie des plus gros industriels miniers mondiaux. C'est une mine de fer au Brésil. Vous voyez, en fait, du coup, le parc. Donc, vous voyez, il était végétalisé. Il n'était plus en activité. On ne mettait plus de résidus dans ce parc. Il a cédé. Brutalement, vous voyez qu'il y avait du coup les installations. En bas, ce que vous voyez, c'est les ateliers, la cantine, les bureaux. Quand la vague est partie, elle faisait 10 mètres de haut, 120 km/h. Autant vous dire que les bureaux, la cantine. 272 morts après. 300 km de progression de la coulée de boue après. On s'est retrouvé avec une contamination, du coup, énorme jusqu'à la rivière de Paraopeba, excusez-moi. Désolée s'il y a des Brésiliens dans la salle qui vont me dire « c'est une rivière super connue ». Et cette rivière, vous la voyez, recouverte de résidus miniers, sauf que cette rivière, c'est pas n'importe quoi. Cette rivière, en fait, elle assurait 30% de l'eau potable pour 6 millions de personnes dans la région. Le drame humain associé au fait qu'il n'y ait plus d'eau potable dans la zone, en tous les cas, plus en alimentation via ce canal-là, est majeur. Et ça, en fait, il y a, pour ceux qui connaissent aussi Bunker et Chambers, pour ceux qui les ont déjà vus, c'est les grands auteurs des ruptures de digues minières, c'est des gens qui font des publications incroyables. Ces scientifiques-là, en fait, ils vous le disent. Ils vous disent, plus le temps va avancer, enfin déjà, on l'observe, plus le temps avance, le nombre total de ruptures diminue, mais c'est de plus en plus grave. Mais c'est pas étonnant, puisque plus le temps avance, plus la mine augmente en échelle. Et donc, Systex en 2021, rapidement, je vous en parle parce que j'entends souvent parler de ça, donc je vais vous renvoyer vers les travaux de Systex. Systex en 2021 a travaillé sur une étude de savoir si les techniques minières évoluaient. Vous voyez, est-ce que la façon de faire dans la mine évoluait? Parce qu'on nous parle souvent de techniques modernes, parce qu'on se dit que nous, en 2023, on est forcément meilleurs que les générations précédentes. Donc du coup, vous voyez cette espèce d'idée sur le fait que la technologie ou la technique sauvera la mine, etc. Donc on a déjà essayé de faire un état des lieux de ce qui aujourd'hui se faisait en termes de techniques minières. Il n'y a pas d'évolution des techniques minières depuis un siècle. Les techniques
de traitement du minerai qui ont été inventées à la fin du 19e siècle sont exactement les mêmes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est pas la technique, c'est pas la façon de faire. Là, en plus, j'ai l'impression que je m'adresse à un parterre de personnes qui connaissent plein de choses sur la technique. C'est pas la technique qui a changé, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 100 ans, on est capable de faire 100, 1000 fois plus rapide. On est capable de traiter des tonnages qui sont 100, 200 fois plus importants. Sur une mine de grosse échelle, type mine à ciel ouvert ou mine souterraine, hein, les deux. Aujourd'hui, une usine de traitement, elle est capable de traiter 250, 300, 500 000 tonnes par jour. Les techniques ne changent pas. On broie, on fait de la flottation, on récupère le concentré, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est la technologie qui nous permet de faire plus vite, avec des rendements qui sont améliorés. C'est ça qui a changé. Par contre, il y a quelques techniques novatrices qui ont émergé, dont celle-là. Il y en a 4 qu'on a étudiées dans ce rapport de 2021, mais je vous la présente, ce qu'on appelle la lixiviation en tas. Donc alors, je ne sais pas si vous voyez l'échelle. Vous la voyez ou pas? Non? Ça fait 1 km. Vous voyez? Alors, le principe est très simple. Vous allez tout de suite comprendre, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur minier. On fait le trou. Donc là, on fait l'exploitation minière dans cette mine à ciel ouvert. Les stériles, ceux qui ne sont pas minéralisés, vous les avez vus, on les met là. Et en fait, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on broie et on amène directement sur une grande montagne. À la fin, ce truc fera 120 mètres de haut. Et en fait, plutôt que de s'embêter avec une usine avec des cuves, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les acides. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'or. Et l'or ne se traite dans l'industriel que d'une seule façon, c'est cyanuré. Donc on va mettre les eaux cyanurées directement dans le tas. Ça va rentrer dans le tas et on récupère les liquides qui contiennent du coup l'or dissous à la base du tas. Vous voyez là, le graphe de gauche? C'est l'évolution du nombre de sites ayant recours à cette technique, du coup de façon assez récente, parce que je vous l'ai dit, c'est une technique dite novatrice. Son démarrage démarre après dans les années 60, et là vous avez la période 80-2014 à peu près. Donc plus le temps avance, et plus justement pour gérer le fait qu'on se retrouve avec des gisements qui sont de plus en plus difficiles à exploiter, on va avoir à ce type de technique que nous, à Systex, on appelait novatrice, parce que vous comprendrez bien que c'est quand même pas... Enfin, à part le fait de faire un tas de 120 mètres de haut, mais bon, ça requiert pas une ingéniosité monstrueuse, et de nous mettre des arroseurs agricoles un petit peu partout sous forme de petits câblages, mais ça, on le faisait déjà dans l'agricole depuis longtemps. Vous remarquerez quand même, excusez-moi du peu, je suis fière de mon métier, mais quand même que ça nécessite pas une ingéniosité de malade quand même. Le mec, il a quand même pas travaillé pendant des heures, hein, ça va. C'était bon, quoi. Allez, repose-toi, Roger, parce que là, tu dois être mort, hein. La vache. Alors, maintenant qu'on a dit ça, donc c'est bien beau, on a parlé des métaux, tout ça. Donc maintenant, on va aller sur le côté modèle de développement. Donc on parle toujours pas des plans de transition, d'accord? On va d'abord parler de ce qui se passe actuellement. Et on va prendre votre quotidien. Et je vais vous prendre un métal, et je vais vous le montrer, l'aluminium. Parce que bon, c'est super sexy de parler du cobalt et des terres rares tous les 4 matins. Mais en fait, les métaux dont on a vraiment besoin, c'est pas les terres rares, hein. Les métaux qui vont vraiment poser problème, il y en a 6 qui représentent 98% de la masse. Alors qui vont vraiment poser problème. En tous les cas, sur lesquels dont on va vraiment avoir besoin. Il y en a 6, pardon. Le fer, l'aluminium, le nickel, le cuivre, le cobalt, le zinc et le plomb. Même pas le cobalt, le zinc et le plomb. Hein, je répète, l'aluminium, le fer, le cuivre, le nickel, le zinc et le plomb. C'est ces 6-là. Ces 6-là représentent 98%, plus de 98% de la masse totale de métal qu'on produit chaque année. Bon, en même temps, le fer triche puisqu'on en produit à lui seul 1,6 milliard de tonnes par an, c'est les chiffres de 2022. Donc il triche un petit peu le fer quand même dans cette histoire. Mais il faut l'avoir en tête. L'aluminium, c'est le deuxième. On en produit un peu plus de 60 millions de tonnes par an. C'est le deuxième en termes de quantité produite. Il sert à tout ça. En priorité, c'est la construction. Et vous le voyez, vous le touchez en permanence. Je suis en train de le toucher probablement. Je suis en train de le toucher? Ça doit être de l'alu, ça, non? On pense, hein. Ça doit être de l'alu, je pense. Non? Bon, il me faudrait des experts. Alors, les cadres extrudés des fenêtres et des portes, vous en avez? Vous avez des portes et des fenêtres chez vous? Vous en avez. Les murs rideaux pour le commerce, notamment pour les bâtiments commerciaux, les toitures, les bardages, les gouttières. Pour l'instant, vous voyez, je ne suis pas allée chercher des applications genre, wouh, une Tesla puissance 5. Hein. Je prends juste les murs rideaux et les fenêtres. Ensuite, vous rajoutez l'électricité. L'électricité conduit à peu près avec le même potentiel de conduction de 60% du cuivre. Donc il est moins intéressant en termes de conduction de l'électricité, mais par contre, il est beaucoup moins cher. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de câblage en aluminium dans les zones périurbaines ou extérieures aux zones urbaines. Vous avez beaucoup de câblage aluminium.
Ensuite, vous avez les transports, bien sûr, puisqu'il y a de l'alu partout dans une voiture. Vous le savez peut-être déjà, plus le temps avance, plus le poids des véhicules augmente, parce qu'il faut toujours mettre plus d'électronique, voire des petites choses comme des batteries en plus, parce qu'elles ne nous aident pas pour le poids, forcément. Donc il faut alléger. La meilleure façon d'alléger, c'est de rajouter de l'aluminium. Vous avez ici une liste non exhaustive, le moteur, le carter de la boîte de vitesse, les pièces du châssis et de la suspension, etc., etc. Mais vous avez un usage qui est le deuxième, qui n'est pas négligeable, c'est nous, tout au quotidien. Alors là, c'est du nous, hein, c'est du nous très très présent, c'est les emballages, canettes de boissons, feuilles d'aluminium ménagées, les sachets pour aliments et boissons, les conteneurs semi-rigides, et puis toujours du nous, les appareils ménagers. Notamment les fameux produits blancs, vous savez, les frigos, les congélateurs, les machines à laver. Là, je vous en ai donné un. Maintenant, vous pouvez reprendre ce truc-là, et vous pouvez l'appliquer à tous les métaux. Le zinc, le cuivre, le molybdène, le vanadium, le titane. Et on peut continuer comme ça pendant longtemps si on reprend tout le tableau de Mendeleïev. En fait, historiquement, depuis 1950, on a une croissance exponentielle de la production minière. Donc là, vous avez les courbes qui ont été reprises par Systex à partir des données du United States Geological Survey. C'est les évolutions de certains métaux. Donc en haut à gauche, vous avez le fer et l'acier. Vous voyez cette tendance, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais produit plus que l'année d'avant, en fait. En gros, chaque année, on disait « Oula, on n'a jamais produit plus que maintenant ». Voilà. Parce qu'en fait, et on se retrouve sur des taux de croissance. Alors, pour ceux qui ont plus l'habitude des taux de croissance, vous allez tomber de votre chaise, donc restez assis. Sur le fer, par exemple, en moyenne, on est sur du 3,7%. C'est le taux moyen annuel moyen. Donc je vous explique. On a pris le taux d'une année, on a pris la quantité d'une année et la quantité du second. On a fait taux de croissance, ok, et ensuite on a fait ça pendant, oui c'est long, hein. On a fait ça pendant 70 ans, et ensuite on a fait la moyenne. 3,7%. Pour ceux qui connaissent les maths, si j'augmente tous les ans d'un pourcentage constant, j'obtiens une courbe exponentielle. On sent qu'il y a des techniciens de fous dans la salle, c'est bien une exponentielle. Et ça, c'est pour les métaux cool. Vous voyez, fer à 3,7%, c'est énormissime ce qu'on produit. Mais vous pouvez faire encore mieux si vous voulez, avec l'indium par exemple, ou le gallium, où là, on est par exemple sur des taux à 8 ou 10%. Vous vous rendez compte? Et là, je vous ai pris une période de à peu près 70. On va prendre 70, quoi. J'ai pris à peu près 72 ou 73 en fonction des deux métaux au moment où on avait donné. Vous vous rendez compte? C'est des taux qui sont gigantesques. Et ça, c'est avant de parler des plans de transition. Je continue à insister parce que les pauvres panneaux photovoltaïques, ils s'en prennent plein la tête. Ils vont s'en prendre leur dose, mais ça arrivera après. Et parallèlement, du coup, on a vu la diversification. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus on produit. Et les guerres ou les grandes crises, même celle de 73, vous l'avez vu précédemment, n'ont pas permis, en fait, n'ont même pas ralenti ce qui était en train de se passer, ou de façon extrêmement rapide, en fait. Plus le temps avance, plus on appuie sur le champignon dans la production métallique. Et en particulier, et en plus de ça, plus le temps avance et plus on diversifie. Donc vous avez une infographie qui a été réalisée par Systex ici, entre l'Antiquité et le tournant du 19e siècle. On a augmenté le nombre de métaux mobilisés, c'est-à-dire utilisés. Alors dans l'industrie, vous allez me dire quelle était l'industrie dans l'Antiquité? Très bonne question. Mais en gros, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, on utilisait donc on est passé de 10 à 28. Donc on a multiplié par 2,8 métaux à peu près 20 siècles. Ensuite, le nombre de métaux utilisés à partir de 1940, en l'occurrence, a été multiplié par 2,3, excusez-moi, en 2 siècles. Là, on est à peu près sur une soixantaine, plus de 60. Plus de 60 substances mobilisées, et plus de 60 substances mobilisées, y compris dans un ordinateur, dans un téléphone, dans un véhicule électrique. Donc ça veut dire que plus le temps avance et plus on diversifie. La conséquence de ça, c'est ça. Ça, c'est un téléphone. 61 occurrences, 52 substances identifiées par Systex pendant une étude de 2 ans. C'est taper des tests de génie des matériaux, c'était l'enfer. Excusez-moi pour ceux qui font des tests de génie des matériaux, pardon. Mais c'est vrai que parfois vous êtes quand même, pour ceux qui font des tests de génie des matériaux, si vous pouviez parfois faire des dessins, s'il vous plaît, parce que nous, on les lit après et voilà, c'est long. Pensez à ceux qui lisent vos publications, mince. La phrase qui est importante, c'est Fortietal. Fortietal 2020, c'est la publication de l'état des lieux à l'international. C'est 3 organisations internationales qui travaillent là-dessus. Fortietal, c'est le référencement de l'évolution, enfin le référencement international des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc depuis le lisseur à cheveux, en passant par le téléphone portable, jusqu'au frigo, jusqu'au ventilateur en milieu industriel. Voilà, c'est ça les D3E. Eh bien, du coup, Fortietal, ils disent les produits ne sont ni conçus, ni assemblés, compte tenu des principes du recyclage. Actuellement, il y a une étude de Reuters et al., pour ceux qui connaissent les travaux de recyclage. Actuellement, quand vous avez un téléphone comme ça, vous regardez qu'il y a à peu près tout le tableau de Mendeleïev dedans. Vu la situation actuelle des filières de recyclage,
La seule chose qui est intéressante à récupérer là-dedans, c'est les métaux précieux. Donc vous pouvez les voir. Vous avez ici un tout petit peu d'or, et ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez un petit peu de platine. Parfois, vous avez un peu de palladium. Il est ici. Là, c'est dans la carte électronique. Donc ce qu'on va faire... Alors, il y a une façon de recycler les téléphones qui est quand même pareil, pas très subtile, mais en tous les cas efficace pour récupérer des métaux précieux, c'est de prendre le téléphone et de le fondre. Voilà. Alors, ce que vous allez faire ce soir en rentrant chez vous... Ah, j'ai pas eu besoin de finir la phrase. Alors, ne le mettez pas dans un micro-ondes, dans un four, s'il vous plaît, ça va être le bazar à Lausanne, on va dire que c'est de ma faute. Incitation, tout ça, en France, il ne faut pas inciter à la désobéissance, tout ça. Alors, du coup, la difficulté pour laquelle je vous parle en rigolant, c'est celle de droite, en fait. C'est qu'en fait, on génère des quantités toujours plus grandes de déchets, et on est dans l'incapacité le plus souvent de les recycler. Alors à toutes celles et tous ceux qui ont entendu une seule fois dans leur vie, non mais ça c'est recyclable à 100% dans le domaine métallique, je ne parle que du domaine que je connais, d'accord? Je sais que dans le domaine plastique c'est pareil, mais je le redis, voilà. C'est faux! Il y a une loi que certains d'entre vous connaissent très bien, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc vous ne pouvez pas recycler à 100%, ce n'est pas possible, vous avez nécessairement des pertes, et parfois des pertes très élevées. Sur certains petits métaux bien malins comme ceux-là, là, il est où le gallium? Tiens, lui là. Le gallium ou les fameuses terres rares dont on nous bassine en permanence alors qu'elles sont que dans l'écran, ces terres rares-là, etc., leur durée de vie, c'est en moyenne 1 an. Leur durée de vie, c'est entre le moment où elles sont extraites et le moment où elles sont jetées et non récupérables, c'est 1 an. Vous ne pouvez pas recycler ça. Les quantités sont trop petites, les dopages sont trop fins. Donc vous ne pouvez pas le recycler. Donc l'aberration que je suis en train de vous présenter, c'est pas seulement ce qu'on fait juste avant là, c'est ce qu'on en fait après. Pas vous, vous y pouvez rien, on s'entend. Bien que vous le consommiez quand même, attention. Mais le problème, c'est les ingénieurs, les concepteurs, les techniciens qui toujours nous expliquent qu'ils vont faire plus d'innovation dans le domaine numérique et qui vont augmenter les performances de 0,3% pour du coup nous faire des alliages qui sont inrecyclables. Il y a plus de 3000 occurrences d'alliages d'aluminium différents dans le monde. Quand vous allez voir des recycleurs, nous on va voir des recycleurs à Systech. Vous savez ce qu'ils nous disent? Tous les jours on reçoit des produits différents. Comment voulez-vous qu'on dimensionne une usine qui est capable de supporter une entrée qui diffère chaque jour? On ne peut pas continuer comme ça au niveau du recyclage, c'est l'enfer. Les recycleurs reçoivent des quantités différentes de matériaux qui changent tout le temps, parce que les modèles changent tout le temps, parce qu'il y a des gens bien pensants dans leur bureau qui se disent « mais je vais augmenter ma fonctionnalité tant de 0,3%. » Bah super, bah t'as encore changé ton alliage ou t'as encore changé ton composant. Il faut absolument que les concepteurs se sortent de la tête de l'eau là et commencent à nous faire des trucs qui soient, alors je vous demande pas l'américain, je dis recyclables. C'est scandaleux de jeter tout ça. Sur les D3E dont on parlait précédemment, vous avez ici la courbe d'évolution. Forti et Al, les mêmes chercheurs que je vous présentais précédemment, vous disent que la quantité de déchets, c'est ça les prévisions. On est à 54 millions de tonnes aujourd'hui, on envisage plutôt 75 millions de tonnes en 2030. Et ils vous disent la quantité de déchets augmente plus vite que nos capacités de recyclage. C'est-à-dire que même si on les mettait en action, et ce qui est fort difficile, on n'y arriverait même pas. On ne peut pas suivre le rythme des déchets. Et d'ailleurs, ils ont une phrase à un moment, ils disent on a collecté à l'international en 2019 17% des déchets des 3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, et du coup, il y a écrit on ne sait pas ce que sont devenus 83% des D3E à l'international. Alors du coup, il y a quelques semaines, j'ai donc lancé un Wanted, donc je cherche, si vous les trouvez, je cherche plusieurs dizaines de millions de tonnes de D3E qui ont disparu. Alors ils ont disparu, pas seulement, bon, ils disparaissent en partie là-dedans. Vous le savez, hein, l'exportation de déchets est illégale. Un pays n'a pas le droit d'exporter ses déchets, encore moins les D3E. Pour autant, il y a une grosse partie, Interpol le sait, puisqu'il l'étudie, qui part à l'international. Et puis au total, vous voyez ce genre de tableau. Donc ça, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce jour, on n'a pas de référencement plus précis, si ce n'est quand même, pour ceux qui s'intéressent, c'est... non, on n'a pas de référencement. Enfin, on a des référencements par type d'usage, mais pas mieux que ça à l'échelle des métaux. On n'a pas mieux que UNEP 2011. Ça, c'est le taux de recyclage des objets en fin de vie. Donc en gros, c'est schématiquement, c'est ce qui est recyclé par rapport à tout ce qui est jeté ou stocké. Et donc vous avez beaucoup de métaux qui sont en rouge. Ça veut dire qu'ils sont recyclés à moins de 1%. Entendez, moins de 1%, c'est non recyclé. Donc en face de moi, j'ai un écran, vous ne le voyez pas, moi je le vois, d'ailleurs c'est très utile. Merci encore pour ceux qui m'ont proposé ce retour, c'est génial. Mais du coup, je culpabilise un peu par rapport à ce que maintenant je vais vous raconter. Donc cet écran, actuellement, c'est un écran LCD classique. Et dessus, en fait, il y a ici un plaquage, comme beaucoup de vos écrans, y compris sur vos téléphones, un plaquage en oxyde d'étain indium.
Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, il n'y a pas de mine d'indium, il n'y a pas de mine d'indium, c'est les mines de zinc qui coproduisent à la fin du schéma que je vous ai montré au début de l'indium. Donc l'indium est généré, et ensuite à partir de là, du coup on va faire un oxyde d'éthyndium, donc troisième étape. Ensuite on va prendre cet oxyde, on va le mettre sous forme de vapeur. Ensuite on va prendre la plaque de verre, et on va mettre cette substance sous forme de vapeur, sous forme de film. Donc c'est non recyclable. Quantité d'indium recyclé à l'international aujourd'hui, 0. Vous ne pouvez pas le recycler, c'est impossible. Vous vous imaginez, vous, aller récupérer des vapeurs de métal? Qui va faire ça? Personne. Par contre, on continue à faire des écrans comme ça. Et à la fin, on obtient ça. Donc ça, c'est traduit du Circularity Gap Report, Circle Economy 2022. Alors à gauche, vous avez les flux de matière totaux. Donc vous retrouvez en haut les minéraux, les métaux, les combustibles fossiles, la biomasse. 100 milliards de tonnes. À droite, vous voyez par où ça va. Puis ce qui est le plus important, c'est droite-droite. Donc il y a un tiers qui est dispersé et émis, entendez, perdu. Ça, le tiers d'en haut, vous le récupérez jamais. Et c'est pas la peine de me dire non, mais on va inventer des technologies, etc. C'est perdu, ça s'appelle. Perdu pour perdu. Ensuite, vous avez un tiers qui est stocké dans vos poches, dans vos vêtements, dans votre sac à main, en face de moi, dans cette salle, sous mes pieds. Ça, c'est le tiers qui est stocké. Vous avez un tiers qui est jeté. Et ensuite, vous avez une flèche qui reboucle quand même, comme elle peut, quoi. Et ça représente à peu près 8,6 milliards de tonnes. Ce que les auteurs disent, en fait, c'est ce qu'on appelle un circularity gap en anglais. C'est un trou béant tout de même, c'est plus qu'un gap. C'est le trou noir. Sachant que dans les 8,6%, sachez qu'il y a la valorisation des plastiques sous forme énergétique. Vous savez ce qu'on appelle la valorisation énergétique des plastiques. Donc, en fait, vous brûlez du plastique. Voilà, ça rentre là-dedans, pour presque moitié. Voilà. Alors, ce qui inquiète les auteurs, c'est qu'ils ont commencé ces référencements en 2018. 5 ans après, en 2023, ils vous écrivent ça. On est inquiet. Ils vous disent on est inquiet. Parce que quand on a fait notre premier référencement, on était à 9,1. Et écoutez bien ce que je vais dire maintenant, parce que c'est là que tout va se jouer. On était à 9,1% donc, vous voyez le taux de recyclarité, là. On va l'appeler le taux de circularité entre nous. Le taux de circularité, on était à 9,1%. Aujourd'hui, en 2023, là, je vous ai montré le diagramme de 2022, mais je vous dis, le chiffre de 2023, c'est 7,2%. Et les auteurs disent, on diminue. Ce qui est très embêtant. Parce qu'on n'a jamais eu autant de politiques qui parlent de déchets, de gestion de déchets, de durabilité, d'économie circulaire, et ça diminue de plus en plus. Et vous savez ce que les auteurs disent? En même temps, le problème, c'est que les déchets, enfin, le mine secondaire, si vous voulez, le recyclage, de façon pompeuse, lui, en fait, est plutôt stable. Il augmente un peu, mais il est plutôt stable. Par contre, ce qui augmente, c'est l'extraction des ressources. Et elle augmente très vite. Et dans le rapport de 2022, donc là, restez sur vos chaises toujours. Je vends des cordes à la fin, c'est comme ça que je me paye mes factures. Elles sont floquées Systext. C'est trop cool. Donc vous inquiétez pas, je suis là, ça va aller. Il vous annonce en 2022, on est particulièrement inquiet parce que la quantité de ressources à exploiter en 2050, c'est 170 milliards de tonnes, quasiment 2 fois ça. Ah, ça rigole moins là tout de suite. Ah. Ça veut dire qu'avant même... Je vous ai toujours pas parlé de plan de transition, vous avez vu ça? Je vous ai juste expliqué en fait que tout notre modèle de développement repose sur une matérialité majeure qui est entretenue par des conceptions qui sont de plus en plus irrecyclables. Et que plus le temps avance, plus on prend le métal, on le jette. Et c'est pour ça que vous avez ici l'économie industrielle contemporaine, toujours du même rapport, est intrinsèquement, regardez bien ce terme, linéaire. D'ailleurs, à Systext, on a dit on arrête de parler d'économie circulaire. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur la mine secondaire, on arrête parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'économie circulaire. Ce mot, on n'a même pas le droit de l'utiliser tellement on est dans un monde linéaire. C'est incroyable, c'est pourri de perte de partout. On prend, on jette, et on prend, on fait et on jette. C'est ce qu'il dit, c'est caractérisé par des processus prendre, faire, jeter dans la pratique. Alors si vous voulez, maintenant je peux vous parler des plans de transition, maintenant que je vous ai raconté tout ça. Tout ce que disait en fait Rachel en introduction est vrai, c'est-à-dire qu'en fait on va augmenter cette matérialité-là, celle que je vous ai présentée avant, et en fait cette matérialité, elle va augmenter par plusieurs biais. La première chose, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le lien entre mine et énergie, il est historique. On a toujours eu besoin de métaux pour faire de l'énergie. D'ailleurs, j'ai récemment discuté avec quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, à part l'uranium, il y a quoi comme métal dans l'industrie nucléaire? Eh bien, il y a du monde, il est en violet sous vos yeux. Alors, je ne suis
pas mécontente de ce petit tableau de Mendeleïev qui est en version 1.0, mais bon, on est assez fiers parce qu'on a mis du temps à le faire celui-là. Hein. Donc vous avez le violet en bas à gauche, c'est le nucléaire, qui est assez visible. Par contre, c'est des quantités qui sont très variables. Hein. C'est-à-dire qu'on n'utilise quand même pas la même quantité d'hafnium HF en bas que d'uranium tout en bas, tout en bas. On n'utilise pas les mêmes quantités. Par contre, du coup, vous avez des technologies qui ressortent beaucoup, un peu plus que les autres. Alors, vous avez ici le jaune, qui s'appelle le solaire photovoltaïque. Et vous avez le bleu foncé, en haut à droite, qui sont les véhicules électriques. Alors pourquoi j'ai intégré les véhicules électriques et même les éclairages? Parce que c'est fait de plus en plus. Quand vous voyez maintenant de plus en plus dans les inventaires, si vous voulez, des évolutions énergétiques, de plus en plus on met deux choses, deux dispositifs qui sont censés limiter la consommation énergétique. Les véhicules électriques et l'éclairage. Pour ceux qui ont vu mon premier Thinkerview, vous savez que j'ai une toute petite dent contre les ampoules fluocompactes. Et c'en est blindé ici, c'est un enfer. Depuis que je suis arrivée ici, je vois que des ampoules fluocompactes, ça me tend. Je suis contente de pouvoir vous en parler, ça me libère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Non, je plaisante. Et donc, du coup, voilà, ampoules fluocompactes. Les ampoules, vous voyez, c'est le jaune clair au milieu, en haut, là. Et là, vous en avez pléthore, parce qu'en fait, on ne fait pas de la lumière sans métaux. Il y a un métal qui s'en sort vraiment très bien, mais en 2009, on a considéré que c'était pas assez efficient énergétiquement. C'était les ampoules à tungstène. J'ai passé plusieurs semaines à chercher des ampoules à tungstène dans toutes les vieilles drogueries parisiennes. J'ai pu retrouver, j'en trouve plus. Je ne veux pas d'ampoules fluocompactes et de LED chez moi. Je ne considère pas que j'ai besoin d'un dispositif qui contient pour les ampoules fluocompactes jusqu'à 25 métaux et pour les LED qui contiennent un certain nombre de métaux qui sont très peu probablement recyclables. Je ne veux pas chez moi, je ne veux pas consommer dans mon éclairage une ampoule que je sais qui ne sera jamais recyclée. Vous savez ce qui était bien avec les ampoules à tungstène ? Ah bah c'est sûr, hein, elles étaient utilisables que 8000 heures au lieu de 40 000, mais ouais, mais elles, on les recyclait. Et en fait, toute notre problématique collectivement, c'est de toujours réfléchir, c'est ce qu'introduisait Rachel tout à l'heure, c'est qu'on réfléchit toujours en émission et on ne s'intéresse jamais au cycle de vie des métaux. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des travaux récents de Wattari et al. 2020 qui étudient justement comment est-ce que la production des 6 fameux métaux dont je vous parlais, qui représentent 98%, comment on fait pour les produire tout en gardant les fameux objectifs des 2 degrés dont Rachel tout à l'heure parlait. Il faut diminuer la quantité massivement à partir de 2030. Sur les 6 métaux dont tout le monde a besoin, vous le voyez sous vos yeux, regardez. En fait, on s'en fiche même, je vais vous le dire un truc, on s'en fiche du samarium ou du néodyme. On va me dire, ah, vous vous rendez pas compte, Mme Stéphane, les aimants en néodyme fervor, c'est pas grave, on fera des aimants en ferrite, quoi. Ce dont on a besoin, c'est chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel. Alors, cobalt encore, c'est pas sûr. Passons pour le cobalt. Nickel, cuivre, zinc, aluminium, c'est eux qui sont importants. C'est eux qu'il faut avoir en tête. Le reste, finalement, du coup, on les utilise, et je cite ici un rapport de Dedriver et Couric 2020, France Stratégie, qui disait ce sont des vitamines, tous ces petits métaux là, à la con là derrière. Là. C'est des vitamines au service des performances. Au service des performances que des ingénieurs qui certes veulent bien faire au départ, en fait pourrissent tout. Enfin, je veux dire, je vais être sincère avec vous, je sais que je parle avec beaucoup de techniciens. Et à Systex, on n'a pas beaucoup de temps. On essaye d'aider des gens. Donc ce soir, on met carte sur table. On est entre nous, on met carte sur table, ok ? Il faut arrêter de concevoir des choses qui ne sont pas recyclables. Et c'est valable dans le domaine énergétique que dans le domaine numérique. C'est irresponsable, vous gaspillez du métal. Vous vous rendez compte de toute l'énergie, de tous les impacts que ça a nécessité pour avoir quelques quantités, quelques tonnes de métal, et vous considérez que c'est normal de concevoir des biens qui vont être jetés sans être recyclés ? Eh bien, donc, c'est immoral de faire ça. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, merci de m'avoir écouté. Donc, comme c'est immoral, il faut absolument être vigilant sur les entités énergétiques. Et ce qui est notamment intéressant, vous voyez, si je prends uniquement cet exemple, il y en aurait d'autres, mais je ne prends que celui-là à titre d'illustration. Regardez par exemple la situation typiquement de l'hydraulique, intéressant, ou du géothermique, intéressant aussi, par rapport au solaire, sachant que le solaire, typiquement, vous allez me dire, je ne comprends pas, le solaire c'est principalement du silicium. Alors oui, principalement du silicium, uniquement pour les technologies qui sont basées sur soit de la silice polycristalline ou monocristalline. Mais vous avez d'autres technologies dans le monde, notamment avec tous les métaux de droite là. C'est souvent les métaux des supraconducteurs, ceux qui travaillent dans ces technologies vertes. J'ai dû le voir quelque part dans une presse et hop, ça m'est remonté, j'essaye de... Bon bah voilà, ils sont à droite, vous voyez, gallium, germanium, arsenic, là, silicium, phosphore là. Ceux qui les connaissent, c'est souvent les métaux supraconducteurs. Et puis du coup, quand on rajoute tout ça, ça devient l'enfer en fait. Parce que l'Agence internationale de l'énergie en haut à gauche vous a dit
vous a dit, si, alors Rachel disait, vous vous souvenez, les objectifs d'émissions nettes nulles à l'horizon 2050 pour la plupart des pays, 2060 pour la Chine, 2070 pour les pays restants, accord de Paris. Du coup, l'Agence internationale de l'énergie, du coup, elle dit qu'il faut multiplier par 3 la puissance photovoltaïque et éolienne installée, il faut multiplier par 25 la quantité de véhicules vendus. Électriques, pardon. Excusez-moi, j'aurais dû le préciser. Et on en discutait ce matin avec quelqu'un, et vous savez ce qui est pénible, c'est qu'on sait qu'on va produire des véhicules électriques et qu'on va jeter les véhicules anciens. C'est ça qui est terrible en fait. À la limite, on prendrait un véhicule thermique, on lui fout une batterie, ça fait un véhicule électrique pas trop mal. Personnellement, ça me tendrait moins. Ce qui me tend, c'est qu'on soit prêt à vous dire on va prendre toute la flotte internationale de véhicules. Rien que en France, c'est 33 millions de véhicules particuliers. On va prendre ça, on va faire tout en électrique, on va jeter tous les anciens, allez. Et ensuite, on va vous rajouter 33 millions de véhicules. Du coup, forcément, l'AIE dit, à l'horizon 2050 par rapport à ce qui se faisait en 2020, il va falloir multiplier la quantité totale de métaux par 2. Vous prenez tout ce que je vous dis dans la première partie, vous multipliez ça par 3 ou 4, pourquoi? Parce que l'on sait les teneurs vont diminuer, les impacts vont augmenter. Peut-être par 6 ou par 8 sur certains sites. Eh ben, tranquille. On fait ça, impeccable. Donc en fait, le discours que je porte ici, c'est pas dire c'est mal les panneaux photovoltaïques et vive le pétrole. On s'entend quand même, j'ai suffisamment travaillé sur les sujets pour ne pas en arriver à ce type d'extrémité. C'est le fait qu'on soit dans l'incapacité totale de réfléchir à la matérialité de ce qu'on fait. Et on considère que tout ça n'a pas d'empreinte. On se fiche de la quantité d'eau qui va être polluée pour produire tout ça. On se fiche aussi de la quantité de terre qui sera stérilisée. On se fiche par ailleurs aussi du fait que les milieux sensibles seront de toute façon très fortement impactés par l'arrivée massive des sites miniers nécessaires à la production de ces métaux. Non, tout ça, c'est pas dans le débat. Au final, on aura réduit nos émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Tout le reste, le fait que vous ayez une eau qui soit pas potable parce qu'elle est complètement polluée, c'est un épiphénomène, excusez-moi du peu. Principal, c'est que vous respiriez. Ne mangez pas, ne buvez pas, mais respirez. Je préfère bouffer, merci. Et je préfère picoler, de l'eau. Alors, Systext a établi dans le cadre des questions minières un ensemble de recommandations pour la partie vraiment minière, d'accord? Donc sur les pratiques minières, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je vais manquer de temps ici pour les développer. J'ai voulu rester sur les recommandations de l'association au regard des questions métalliques, purement, et du modèle de développement. Que tous les concepteurs qui sont dans cette salle, s'il y en a, ou les ingénieurs, ou les gens qui connaissent des concepteurs, ou les gens qui travaillent sur des gens, qui connaissent des gens qui... Toutes ces personnes-là, prenez en note. Faites gaffe, je vérifie les copies. Premier point, il faut diminuer massivement le nombre de métaux utilisés. Vous l'avez compris. Ce qui contraint énormément la recyclabilité des appareils, c'est le fait que dans un petit espace, vous ayez beaucoup de métaux intimement liés, et je pense notamment aux alliages. Parce que souvent, on parle aux usages dispersifs en parlant des dopages, par exemple dans les écrans, des encres et des choses comme ça, qui effectivement ne sont pas recyclables, je ne remets pas ça en cause, mais il faut énormément penser aux alliages qui sont un angle mort aujourd'hui des discours sur la circularité, c'est-à-dire que vous générez tellement de types d'alliages d'aluminium que les usines, en fait, du coup, en jettent une grosse partie qu'elles ne sont plus du tout en capacité de recycler. Vous avez trop d'alliages différents, on n'est plus en capacité de gérer ça. À cet effet, dans quelques mois, je ne peux pas vous donner de date. Vous savez, Systext, c'est le temps long. Mais à cet égard, on va sortir un gros rapport de 2 ans dans le projet, pour ceux qui ont entendu parler, le projet Controverse, qui portera exclusivement sur la mine secondaire. C'est pour ça que je suis un peu remontée sur le sujet, parce que si vous voulez, je me tape des publications tous les jours et je pleure, et je pleure. Voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, du coup, il y a réserver les métaux pour les fonctionnalités qui ne peuvent pas s'en passer. Et ça, c'est très important. Ça ne sert à rien de mettre du métal pour faire joli. Parce que derrière, il va falloir le produire, et ensuite, il va falloir le recycler. Donc, notamment, et vous l'avez vu, vous l'aurez compris par rapport à tout ce que je vous ai montré précédemment, c'est en maximisant quoi? L'utilisation des métaux ferreux et non ferreux, et vous l'aurez compris, c'est ceux du haut, en fait. C'est l'aluminium, le fer, le chrome, le manganèse, le magnésium. Ça, c'est les métaux ferreux et non ferreux. Qui, du coup, ont une autre situation que tous les petits métaux, là, dont je vous ai parlé. Et ça, c'est majeur. Ça, c'est pas fait, hein.
Si on n'arrive pas à le faire à l'échelle d'un pays, il faut le faire à l'échelle d'une unité, d'une université, d'une entreprise. Il faut imposer des seuils de recyclabilité en métal contenu. Pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui vient de sortir, qui est de François Gross, qui s'appelle « Croissance soutenable », point d'interrogation. Et il travaille uniquement, exclusivement sur des scénarios de recyclage. Et il vous dit notamment, il vous explique et il vous le montre par des modèles, pourquoi, en fait, ce qui est véritablement efficace, c'est pas d'augmenter l'efficacité du recyclage. Vous vous souvenez, le IOLRR que je vous ai montré tout à l'heure, c'est faux, ça. C'est pas ça qui va être impactant. C'est d'augmenter la quantité de métal recyclé à l'intérieur des produits qu'on met sur le marché, si vous voulez. C'est ça qui va compter, métalliquement parlant. Et ça change toute notre conception, parce que nous, depuis tout petit, on nous a dit qu'il faut être efficace énergétiquement. Mais l'efficacité énergétique, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et dans le domaine métallique, clairement, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des grandes quantités de métaux recyclés à l'intérieur des produits conçus. Ça, c'est très important, vous l'aurez compris, le D3E, ça nous inquiète. Parmi les 7 types de déchets qui existent dans le monde et qui sont reconnus à l'international, il y a un segment de déchets qui évolue beaucoup plus vite que les autres à une vitesse exponentielle, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les D3E. Et à l'intérieur de ça, on a un très gros problème avec le numérique. Et je crois que c'est Benoît qui en a parlé de la question numérique, ou je ne sais plus si c'est Benoît ou si c'est... Je ne sais plus qui en a parlé, mais enfin bon. En l'occurrence, cette question du numérique, elle est extrêmement importante. Systex appelle là. Il faut dénumériser la société. Et quand on dit dénumériser, c'est pas juste moins utiliser son téléphone. Ça, sinon, j'aurais dit qu'il fallait avoir, je sais pas moi, du numérique responsable ou je sais pas quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Faut dénumériser. Faut enlever l'électronisation. Enfin, en fait, actuellement, on a une électronisation jusqu'au frigo. Vous avez remarqué que vous pouvez parler à vos frigos maintenant. Je sais pas bien pourquoi ça se fait. Parler à votre femme ou à votre mari plutôt que de parler à votre frigo. C'est quelle idée saugrenue. On peut parler à son frigo. On peut parler à une Google machin qui vous explique, qui fait les choses à votre place. Vous n'êtes incapable de trouver quoi que ce soit sans avoir un téléphone dans la main parce que c'est lui qui vous dit où aller et quand faire pipi. Limite, on est quasiment à ça hein, pour certaines personnes. En l'occurrence, quand je vous parle de ça, c'est pas juste parce que j'ai envie de dire c'est pas bien d'utiliser beaucoup de numérique. C'est parce que derrière les réalités, elles sont catastrophiques sur les D3E. C'est l'enfer, les D3E. On ne sait même pas, pour la plupart, on ne sait pas les recycler. Vous savez ce qu'on fait? On les met en décharge. Et si on peut et qu'on a de la chance, on arrivera à les exporter illégalement. Allez voir au Ghana ce qui est en train de se passer, quoi. Allez voir même les recycleurs chez vous, en Suisse. Demandez-leur quelles sont leurs réalités, ce qu'ils arrivent à recycler, ce qu'ils n'arrivent pas à recycler, ce qu'ils jettent. Vous pouvez aller visiter les usines de recyclage. Rendez-vous compte de ce qu'on jette et de ce qu'on n'est pas capable de recycler. Le numérique, il a une particularité, si vous voulez, par rapport aux autres secteurs, comme la construction ou l'agroalimentaire, c'est qu'il a cette caractéristique de générer des trucs qui sont complètement inrecyclables, et en très grande quantité, avec des taux de croissance qui sont énormes. Et il faut réserver le numérique pour les usages qui ne peuvent pas s'en passer dans ce cadre-là. Dénumériser, c'est de dire, on n'a pas besoin d'écrans qui ne seront pas recyclés en milliers d'exemplaires dans les transports en commun en Europe. Mais mince, dites-le, quoi. Enfin, je ne vous oublie pas de vous le dire maintenant tout de suite, mais faites passer le message. Ces écrans-là, pensez-y, à chaque fois que vous verrez un écran qui vous montre une information dont vous n'avez pas besoin et dont vous vous contrefoutez, excusez-moi de l'expression, en l'occurrence ceux-là, une fois qu'ils seront démontés au bout de 2-3 ans, parce que vous comprenez, marché public, je ne sais encore quelle histoire qui va vous expliquer qu'il faut renouveler la flotte de panneaux tous les 3 ans, ça va partir en décharge et on ne récupérera pas le métal dedans. Ça veut dire qu'il faut que vous assumiez collectivement qu'on crée des écrans en grande quantité qui ne servent à rien pour être jetés. Vous assumez, vous ? Moi, j'assume pas, je vous le dis. C'est pour ça que dans le métro, je suis toujours comme ça, je veux pas avoir les écrans. J'assume pas du tout. Je suis très très mal à l'aise. Et puis, il faut arrêter les idées amélioratives contre le numérique, quoi. Mais qu'est-ce que j'entends comme bêtises? Alors voilà, donc je vous en donne que quelques exemples, mais par exemple, le rôle du numérique dans la transition écologique. Vous allez me montrer des dispositifs sur lesquels vous avez mis de l'électronisation massive pour assurer je ne sais quelle fonctionnalité. On a travaillé par exemple à Systex un petit peu sur l'agritech, par exemple, puis on en reparlera. À partir du moment où vous électronisez un dispositif, ça va être compliqué à gérer, quoi. Ça veut dire une partie des petits métaux que je vous ai montrés, ça veut dire diminution de la recyclabilité, ça veut dire augmentation des flux de matière. Donc, du coup, il faut de l'éco-conception. Mais alors, j'entends beaucoup de gens parler de l'éco-conception quand on lève une pièce, ils disent « Ah yeah, j'ai éco-conçu, c'est bon ». Alors, c'est pour ça qu'il faut parler plutôt d'innovation frugale. Et il y a 4 enjeux pour nous. C'est développer des conceptions véritablement sobres. Aujourd'hui, il n'y a pas de conception sobre. C'est-à-dire que même sur les téléphones qui sont censés être sobres, on arrive à mettre en plus des des softwares qui pompent au maximum toute l'énergie que vous avez sur votre téléphone et qui, du coup, vont réduire drastiquement l'autonomie ou les capacités de votre dispositif. Donc, quand je vous dis faire vraiment du low-tech, là,
C'est un téléphone, sauf erreur de ma part, a une vocation quand même principale. Et c'est écrit dans son nom. Alors, pour ceux qui pensent que je suis une vieille conne, rassurez-vous, je le vis très bien. Mais par contre, dites-vous qu'à chaque fois que vous ajoutez soit une fonctionnalité, soit un saut de performance, c'est tout ça qui est derrière. C'est toute cette matérialité-là, de A à Z sur le long de la chaîne. Favoriser la recyclabilité, je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Donc voilà. Et il y a quelque chose qu'on veut à Systex, c'est d'exiger des fabricants la composition métallique complète des dispositifs que vous achetez. Soit en tant que consommateur, soit en tant qu'industriel, soit en tant qu'université, soit en tant que directeur de recherche d'un laboratoire. Peu importe. Vous avez le droit de savoir ce qu'il y a dans ce que vous achetez. Parce que vous savez le problème. Moi, j'ai rencontré des concepteurs du domaine du numérique, des concepteurs du domaine de l'automobile, des concepteurs de secteurs encore plus stratégiques que les deux précédents. Et on vous dit, mais il y a quoi dans ce que tu conçois? Je sais pas. Si, je connais le nom du composant, et il assure tant de fonctionnalités avec une résistance... Non, c'est pas ça que je parle. Le type, le métal. Il y a quoi là-dedans? Dans ce que tu fais? Les gens ne savent même pas quels sont les métaux qu'ils utilisent, d'où ils viennent, quels sont les métaux et d'où ils viennent. Vous utilisez des métaux, vous avez le droit de savoir quand même quand vous concevez des dispositifs. Quand vous achetez de la viande, vous savez d'où elle vient. Enfin, théoriquement. Bon, je vais pas prendre l'exemple de la viande. Mauvais exemple. Vous êtes... compliqué. Vous achetez une tomate. Tomate? C'est cool? Bah non, mauvaise idée, c'est pas la bonne période. Vous achetez un céleri rave. On est bon, on est dans le thème. Vous achetez un céleri rave, pour ceux qui le font, qui osent le faire. Et bah du coup, pour ceux qui achètent le céleri rave, vous savez d'où ça vient, théoriquement. Alors, je sais que c'est compliqué dans le domaine métallique, je suis pas en train de dire que c'est pas compliqué. Et évitez ça, en fait. Vous voyez, ça, c'est une usine de pré-traitement. C'est pas une usine de recyclage, c'est une usine de pré-traitement que Systex a visité le mois dernier, en France. Vous voyez ce tas-là, c'est ce qu'on appelle du bronze mêlé. Hein, le bronze, c'est un alliage de 4 métaux, cuivre, zinc, plomb et étain. Bon, le bronze, vous le connaissez, hein, c'est des pièces, vous voyez, là, il y a des pièces, etc. C'est ça qu'on veut éviter, en fait. Vous savez ce que ça devient, le bronze mêlé? C'est envoyé chez d'autres affineurs, comme on peut, avec ce qu'on veut, et du coup, tout ça, là, ça va être refondu comme tel. Parce qu'en fait, on ne peut pas séparer ça. C'est pas séparable, vous allez faire quoi? Vous avez vu la quantité de matériaux différents qu'il y a là-dedans? Vous allez faire quoi? Vous n'allez pas mettre... Toute cette salle ne suit... Bah si, si vous voulez. Moi, je suis cool. On peut faire ça. On part tous ensemble et on y va, on trie. Déjà, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire et de rejeter. Mais au-delà de ça, c'est ça qui est très important. Donc, il faut contraindre. Et donc, vous avez une liste de recommandations ici. J'insiste sur l'une. C'est interdire et sanctionner la mise en décharge ou l'abandon de tout dispositif qui contient du métal. Et il y a un autre qui me tient à cœur, c'est renforcer la responsabilité élargie des producteurs, et en particulier, vous l'aurez compris, sur un segment des déchets qui est en train d'exploser actuellement à l'échelle internationale, c'est les D3E. Quand vous allez dans un magasin qui vend des dispositifs de D3E, on vous dit vous payez une éco-contribution de 14 centimes. Le truc coûte 2000 balles, et on vous demande 61 centimes d'éco-conception pour savoir que la plupart de la masse ne sera pas recyclée, sachez-le, voire pas du tout recyclée dans certains cas. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que vous, en tant que consommateur, vous dites c'est pas mon problème, c'est celui qui l'a conçu. Le concepteur dit c'est pas mon problème, c'est celui qui l'a acheté. Quand vous allez chez le recycleur, il dit c'est pas mon problème, c'est celui qui me l'a apporté. Et ensuite, en sortie de l'autre recycleur, puisque une partie du recyclage part dans d'autres usines de recyclage, qui dit c'est pas le problème, c'est celui qui me l'a vendu. Et à la fin, en fait, comme personne n'est responsable, alors théoriquement, on pourrait dire tout le monde l'est, mais en fait, personne ne l'est tout court. C'est jamais la faute de personne, en fait, les déchets. Alors qu'il y a énormément de valeur dedans. Regardez bien les photos de droite. C'est des photos récentes. Il y a 4 axes ici, et il y en a 2 sur lesquels je voudrais insister. La première chose, c'est tout ce que j'ai dit a besoin... Vous comprenez qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas tous là dans cette salle. C'est une stratégie des besoins en matières premières minérales, avec les secteurs prioritaires. Avant d'avoir besoin du numérique, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de santé, vous avez besoin d'être en forme et vous avez besoin que vos enfants soient bien éduqués, quel que soit le pays du monde, quelles que soient les personnes. Donc le premier enjeu, c'est d'avoir une feuille de route claire qui liste les besoins métalliques pour les usages essentiels. La deuxième chose, c'est de... Alors vous voyez, il y a plusieurs choses, mais le troisième chose, le quatrième de cette liste, c'est de mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents. Mais dans tous les cas, quel que soit le schéma que vous allez choisir, quelle que soit la stratégie que vous allez élaborer, tous les auteurs que je vous ai mentionnés de façon parcellaire tout au sein de cette présentation, ils concluent tous à une seule chose.
La seule et unique façon de s'en sortir de tout ce que je vous ai présenté, ce ne sera pas le recyclage qui pourra vous l'apporter, c'est impossible pour des raisons que je pourrais détailler, c'est de diminuer massivement la consommation de métaux qu'on utilise. Diminuer la demande, c'est un tabou. Parce qu'on a l'impression qu'on est un mauvais pays, une mauvaise économie si on ne fait pas de la croissance. Et donc si on ne consomme pas, et si on ne produit pas, et si on ne vend pas toujours plus. Alors il faut arrêter avec ce tabou-là. Parce que pendant que nous, on est en train de se prendre la tête en disant « Oula, non, c'est tabou », il y a toutes les personnes qui sont en train de vivre autour de ce que je suis en train de vous montrer là. En haut à droite, j'y ai vécu pendant presque 1 an. L'air est irrespirable. Et c'est au Canada, hein. Je n'ai toujours pas besoin d'aller au Burkina Faso. Donc c'est pour, à minimum, pour toutes les personnes que vous avez autour de vous, qui vous disent qu'il y a un tabou et qu'il ne faut pas diminuer la consommation, ou des politiciens, ou des institutionnels, ou des collectivités qui vous disent non, 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 il ne faut pas réduire la demande parce que vous comprenez. Vous leur dites en fait derrière, pendant que toi, là, tu es en train de te faire des nœuds à la tête parce que tu as soi-disant la morale de la croissance, là, il y a des gens qui payent pour toi, quoi. Donc pour eux et pour nous collectivement, il faut mettre en place tout ce qui est écrit là. Merci à vous.